Mais qui a tué Suzanne, cette grand-mère sans histoire et aimée de tous? C'est la question du jour. Aujourd'hui, la triste histoire de Suzanne Hernandez. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si le cœur vous en dit, à liker la vidéo pour nous soutenir. Bon visionnage les amis. Suzanne Hernandez est âgée de 77 ans. Elle est maman de 7 enfants, a pas moins de 15 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Et forcément pour Suzanne, sa famille compte plus que tout. Suzanne est décrite par ceux qui la connaissent comme une femme formidable, aimée de tous. C'est également une fervente catholique qui se tourne toujours vers Dieu quand elle a des problèmes dans sa vie. Mais la pauvre femme a dû faire face à une terrible épreuve. 6 mois avant l'histoire que nous allons vous raconter, elle a perdu son époux, décédée d'un cancer, et avec qui elle était mariée depuis 59 ans. Depuis, Suzanne vit seule, avec son chien, dans sa maison située au 600 avenue Moffat, dans la ville de Pueblo, dans le Colorado. Suzanne vit une vie des plus paisibles. L'une de ses filles, Katrina Livecci, qui habite à 45 minutes de chez elle, avait pris l'habitude de l'appeler tous les matins pour lui demander si elle avait bien dormi. Ces derniers jours, Suzanne lui avait expliqué qu'elle dormait très mal car son petit-fils, Anthony, qui était censé lui réparer son toit, ne cessait de reporter les travaux. Et le mercredi 29 juillet 2015, dans la matinée, comme à son habitude, Katrina appelle sa mère, il est à peu près 7 heures du matin, mais étrangement, ce jour-là, Suzanne ne répond pas. Alors faute de mieux, Katrina lui laisse un message pour lui dire de passer une bonne journée, tout en précisant qu'elle la rappellerait plus tard. Et elle va le faire finalement sans trop attendre, puisqu'à peine un quart d'heure plus tard, elle la rappelle, mais encore une fois, personne ne répond. Et Katrina a un mauvais pressentiment, elle sent que quelque chose ne va pas. Alors elle décide de se rendre chez sa mère, elle prend donc sa voiture et parcourt les 45 minutes de trajet qui la séparent du domicile de Suzanne. Une fois sur place, elle rentre, mais à sa grande surprise, Suzanne n'est pas là pour l'accueillir, pire même. Elle aperçoit de la fumée s'échapper de la cave, et en s'approchant de plus près, elle constate que oui, la cave est en feu. Elle panique et appelle immédiatement les secours. Elle leur explique qu'il y a le feu chez sa mère et qu'elle ne la trouve nulle part. L'opérateur du 911 lui demande alors, pour des raisons de sécurité, de sortir de la maison et d'attendre à l'extérieur l'arrivée des secours. Katrina, dans un premier temps, s'exécute, mais elle ne peut se résoudre à rester dehors. Alors, elle rentre une nouvelle fois dans la maison et se dirige tout droit vers la cave afin de s'assurer que sa mère n'y est pas. Mais ce qu'elle va voir va littéralement la pétrifier. Et comme elle le dira plus tard, elle restera choquée pour le restant de ses jours. En arrivant dans la cave, elle voit la jambe de sa mère dépassée. La pauvre femme est inerte et en feu. Et tout ce temps, Katrina est restée en relation avec le répartiteur du 911 et voici une traduction de cet appel déchirant. Police department, can I help you? Yes, there's a fire at my mother's house. What's burning? The house is full of smoke. I cannot find my mother. You don't see any flames? But yes, there's flames in the basement. And her music's on. Front door is broke. Like somebody broke in. She might be in the basement, I don't know, but the house is full of smoke. Please send somebody. They're coming right now. Okay. Mom! But I'm in the basement now. Lynn, I want you to get out of the house. Okay, Mother! Mom! Mom! Okay, I'm going now. I don't want you to go in there. I'm here. I'm in here. I cannot leave. No, I don't want you. I'll be okay. I'll be okay. Mom! Mother! So can they check the basement as soon as they get here? I'm afraid she's down there. Mother! Mom! 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 Oh my God! It's my mom that's on fire! Oh my God! My God! My mom's on fire! Oh God!
La police et les pompiers sont en chemin. À ce moment, ils pensent se rendre chez Suzanne pour éteindre un petit feu. Ils ne sont pas au courant de la triste découverte de Katrina. Lorsque le détective Raymond Purvis arrive sur les lieux, il remarque immédiatement des signes d'entrée par effraction. Le montant de la porte est cassé et il y a des éclats de bois sur le sol. Il semble évident pour lui que quelqu'un a donné un coup de pied dans la porte afin de pouvoir entrer dans le domicile de Suzanne. Il pense alors que c'est peut-être un cambriolage. Une fois le feu éteint, quand il rentre à l'intérieur de la maison, rien ne semble avoir été déplacé, la maison est propre et bien rangée. Il se rend ensuite dans la cave et c'est là qu'il voit le corps de Suzanne. Mais qu'a-t-il bien pu se passer? Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas l'incendie qui est la cause de la mort. En effet, Suzanne avait un énorme trou à l'arrière de la tête. D'après le médecin légiste, elle aurait été frappée à coups de marteau à plusieurs reprises. Alors, pour tous, il est évident à présent que la pauvre femme a été assassinée et que le coupable a ensuite mis le feu à la maison pour détruire les preuves. Katrina, la fille, est sous le choc, elle n'arrive pas à y croire. Qui aurait pu faire ça à sa mère? Pour elle, tout cela est pire qu'un cauchemar parce qu'au moins, on se réveille d'un cauchemar. La sœur de Katrina, Brenda, qui était au travail, arrive à son tour sur les lieux et lorsqu'elle apprend la nouvelle, elle est littéralement effondrée. Les autres membres de la famille arrivent à leur tour. Maintenant, en plus de Brenda et Katrina, il y a leur sœur, Vanessa, qui habite juste en face de chez Suzanne. Il y a aussi les fils de Vanessa, donc les petits-fils de Suzanne, Devin, Anthony et leur cousin Sébastien. Anthony va aussitôt voir sa tante, Brenda, pour la réconforter et la prendre dans ses bras. La pauvre Brenda est toujours sous le choc et ne cesse de se demander qui a bien pu faire ça à sa mère. Les enquêteurs se mettent alors aussitôt au travail. Certains d'entre eux fouillent les environs et interrogent les voisins, pendant que d'autres escortent la famille au commissariat afin de les interroger. Et ça va payer, puisque l'un des voisins a quelque chose à dire. Il a vu une voiture bleu foncé suspecte garée près du domicile de Suzanne vers 7h du matin, le jour du drame. Les policiers apprennent également que Suzanne a été vue pour la dernière fois la veille du drame alors qu'elle promenait son chien. D'autres voisins leur apprendront également que toujours la nuit précédente, les lumières étaient restées allumées toute la nuit chez Suzanne, ce qui est particulièrement inhabituel car elle avait l'habitude de se coucher assez tôt. Et comme je vous le disais, la famille de Suzanne est également interrogée en tant que témoin, précisons-le. Les enquêteurs découvrent qu'apparemment Suzanne n'avait pas d'ennemis et que tout le monde semblait l'apprécier. Les filles de Suzanne, Brenda, Katrina et Vanessa, ainsi que Devin, Anthony et Sébastien sont interrogés individuellement. C'est le détective Purvis qui est en charge de l'interrogatoire d'Anthony Senna, qui est le petit-fils de Suzanne, âgé de 29 ans, le même d'ailleurs qui était censé réparer, souvenez-vous, son toit. Et une fois dans la salle d'interrogatoire, Anthony se met à se comporter de manière plutôt étrange. Et d'ailleurs, je précise tout de suite que très souvent, les enquêteurs laissent les gens s'installer et débarquent ensuite dans la salle d'interrogatoire. C'est un bon moyen pour eux d'étudier le comportement des personnes qu'ils interrogent. Et Anthony s'assoit d'abord sur une chaise, mais lorsqu'il aperçoit la caméra placée dans la pièce, il décide de changer de place afin de ne pas être filmé. À un moment, il reçoit un appel. Il confie alors à la personne au bout du fil que Suzanne conservait une boîte remplie d'argent à son domicile, laissant ainsi sous-entendre que c'était peut-être le mobile, et il confie également à cette même personne au bout du fil qu'il devait réparer le toit de sa grand-mère et que, peut-être, que cette dernière, lasse d'attendre, avait fini par proposer à quelqu'un d'autre de le faire. She was killed, man. Yeah. My auntie said she found her. She was on fire in the basement. She had all that money too. I wonder if she tried talking to somebody else to do the roof or like I don't know. Why? I don't see why, you know what I mean? Quelques minutes plus tard, le détective Purvis arrive à son tour dans la salle. Il demande alors immédiatement et courtoisement à Anthony de changer de place et de se mettre dans le champ de la caméra. Anthony s'exécute, même s'il ne semble pas vraiment enchanté à l'idée d'être filmé. How you doing, man? Have a seat right here. Well, first off, man, I just want to say I'm very sorry for the loss. It's crazy, dude. She was nice to everybody. Oh, she did. She loved everybody.
Le détective Purvis demande à Anthony quand il a vu sa grand-mère pour la dernière fois. Anthony lui répond être passé la voir le lundi, soit 2 jours avant les faits, parce qu'il devait récupérer les matériaux nécessaires pour réparer la toiture le mardi. Il explique avoir discuté brièvement des réparations avec sa grand-mère. Il était donc repassé le lendemain, le mardi donc, mais il indique qu'elle n'était pas chez elle. Il affirme avoir essayé de l'appeler à plusieurs reprises au cours de la journée, mais que jamais elle n'avait répondu à ses appels. Le détective Purvis se concentre ensuite sur les réparations qu'Anthony aurait dû réaliser avec ses frères, Bruce et Devin. Anthony lui explique que sa grand-mère lui avait donné 2 chèques, l'un afin d'acheter les matériaux nécessaires pour réparer la toiture et l'autre pour le paiement de leur travail. Il précise que le montant cumulé des 2 chèques était de 7 600 $. Le détective Purvis lui demande tout naturellement s'il a déjà acheté les matériaux et Anthony lui répond que oui. Alors, le détective Purvis lui demande dans quelle boutique, ce qui met Anthony mal à l'aise. Il dit ne pas s'en souvenir. Purvis sent que quelque chose cloche. Il trouve bizarre qu'Anthony ne se souvienne pas où il a effectué ses achats. How much was the total job going to cost? The total job's gonna be 76,000. Pardon me for all the questions, man. Oh, I don't you're have to right. ask a million. It's your job. It's your Yeah. job. You know what? If I could help you find whoever the did this, that would be really. Have you purchased the materials? Yeah, materials already purchased. Where'd you purchase the materials from? You have to go down there and look. I know I have the receipt. One of us had the receipt. But you don't know who you purchased the materials from? No, I don't know the name of the company. Purvis évoque ensuite le passé judiciaire d'Anthony. En effet, selon ses proches, Anthony avait eu des démêlés avec la justice, et ce depuis son plus jeune âge. Selon l'une de ses tantes, à 11 ans seulement, il portait déjà un bracelet électronique et il semblait particulièrement fier de ses méfaits. Il avait également fait de la prison pour avoir braqué un fourgon blindé. Rien que ça. Alors c'est tout naturellement que Purvis demande à Anthony s'il a quelque chose à voir dans la mort de sa grand-mère. À ce moment, Anthony se braque et insinue que s'il lui pose cette question, c'est parce qu'il a déjà fait de la prison. Le détective Purvis insiste sur le fait qu'il ne fait que son travail, mais Anthony lui rétorque que c'est faux et qu'il sera toujours traité en coupable en raison de ses erreurs passées. Et il ajoute que c'est probablement pour ça qu'il l'a fait changer de place au début de l'interrogatoire. Did you have anything to do with this? Hell no. Because I have to ask that. Yeah, that's right. Yeah. I mean, because I mean, think about it. We just go out the common sense thing. I mean, your grandma's never had any issues with anyone. And the reason I say this, man, is God forgive me if I come off as I offend you in any way. I'm trying not to. You're looking for a response. No, I'm not. I'm definitely not looking for a I'm not response. stupid, dude. I've done this. I've been in trouble. But what you don't understand is I'm not looking for a response, okay? And Yeah, you are. I'm definitely not. No man's anything. That's why I gotta sit on this side because the camera. All right, man, so here's what you don't get about me, dude. I'm not like that. I know you think I am, but I'm definitely not. I'm just going on past experience. So I know you've had, I know you've been in prison, I know you've been on the other side of this thing forever, but what I'm trying to say is I'm this. always gonna look at like I'm a piece of No, you're not. Ensuite, Purvis demande l'autorisation à Anthony de fouiller son téléphone, ce qu'Anthony accepte. Purvis sort alors de la pièce avec le téléphone afin de voir s'il contient des éléments qui pourraient faire avancer l'enquête, mais immédiatement après qu'il ait quitté la pièce, Anthony semble regretter de le lui avoir confié. On peut voir sur ces images de vidéosurveillance Anthony répéter qu'il n'aurait pas dû le faire. Il demande ensuite ce que Purvis fait avec son téléphone et finit carrément par vomir dans la poubelle de la salle d'interrogatoire. Quand Purvis revient, il demande à Anthony s'il est passé voir sa grand-mère ce mercredi. Anthony lui répond que non, mais il précise être passé voir sa mère ce jour-là, qui habite, rappelons-le, juste en face de chez Suzanne. C'était alors le mercredi matin vers 6h45, 6h50, mais que sa mère n'était pas là. Et ça le place donc à proximité du lieu du drame.
Et malgré son attitude suspecte et faute de preuves, Anthony est relâché, tout comme le reste des membres de sa famille d'ailleurs. Mais une chose en plus va intriguer les enquêteurs. C'est la déclaration de l'une des filles de Suzanne. Elle explique que ces derniers jours, sa mère était très stressée car Anthony, qui était donc censé réparer son toit, ne cessait de trouver des excuses pour ne pas effectuer le travail pour lequel il avait déjà été payé. Selon elle, Suzanne lui avait confié avoir demandé à plusieurs reprises à Anthony de lui rembourser l'argent qu'elle lui avait donné, vu qu'il n'avait effectué aucun travaux. Elle était décidée à embaucher quelqu'un d'autre pour finir les travaux. Et fatiguée de lui réclamer son argent, elle avait fini par le menacer d'appeler la police le jeudi, soit le lendemain du drame, s'il ne l'avait pas remboursé d'ici là. Les policiers vont malgré tout explorer différentes pistes, ils se penchent sur la thèse du cambriolage et se mettent à la recherche de la boîte contenant les économies de la vieille dame, et l'argent est finalement retrouvé dans l'un de ses placards. Ils se mettent également à la recherche de la voiture bleu foncé vue par le voisin de Suzanne le matin du drame, mais malgré tous leurs efforts, ils ne retrouveront ni le véhicule ni son propriétaire. Les policiers récupèrent ensuite les images de vidéosurveillance d'un magasin situé à proximité du domicile de Suzanne, et sur ces images, on peut la voir, le mardi, soit la veille de sa découverte, passer en voiture vers 12h30. En prenant en compte les témoignages de ses proches qui affirment qu'elle n'a pas répondu à leurs appels à partir de 14h30, 15h, ils en arrivent à la conclusion, aidés du légiste, qu'elle a été éliminée le mardi après 12h30, mais avant 15h. Et que la maison, quant à elle, aurait été incendiée le lendemain matin, soit le mercredi matin. Malheureusement et malgré toutes ces découvertes, les policiers n'ont pas de preuves suffisantes en leur possession, l'enquête est donc au point mort. Jusqu'à ce que quelques jours plus tard, une femme bouleversée et en larmes approche des officiers qui étaient en patrouille dans la ville. Ils lui demandent ce qui ne va pas et si elle veut s'asseoir pour parler un peu. Elle leur explique qu'elle ne peut pas car si elle parle, sa vie sera menacée. Elle retourne ensuite chez elle, mais les policiers la suivent. Et cette femme n'est pas n'importe quelle femme, c'est Vanessa, la fille de Suzanne, celle qui habite juste en face de chez elle. Et ça, les policiers ont fait directement le rapprochement avec le drame qui a eu lieu une poignée de jours plus tôt. Alors l'un des policiers lui demande une nouvelle fois de leur dire ce qui ne va pas. À ce moment-là, Vanessa explique qu'elle ne peut rien leur dire car sinon elle finira comme sa mère. Elle ne cesse ensuite de répéter que cette personne dont elle a peur est un psychopathe et qu'il se vengera si elle parle. Elle refuse alors catégoriquement de révéler l'identité de cette personne, mais elle précise tout de même qu'elle est sûre que cette personne est responsable de la disparition de sa mère. Mais elle explique qu'elle n'a malheureusement aucune preuve, mais qu'elle sait au fond de son cœur qu'il est le seul et unique responsable de tout ça. Puis, de manière frénétique, elle ne cessera de répéter qu'elle ne veut pas mourir. Voyant très bien qu'elle n'est pas dans son état normal, le policier lui demande alors si elle a bu, ce qu'elle confirme. Et malheureusement, encore une fois, ce soir-là, les policiers repartiront sans qu'elle ne leur révèle l'identité de la personne qu'elle soupçonne être responsable de la disparition de sa mère. Oh God, I can't. What's wrong? You want to sit down and talk to me in the car? No, he'll kill me too. Can you tell us what's going on? I understand you went over and had a conversation with one of our officers. I can't. Can't say what, man. What I think. What are you thinking? I can't think it Shut because I'll end up dead like my mom. I think it's all about money. He's psycho. He's psycho. He's psycho. I know he killed my mom. What's your name? I don't want to die. If we say anything, he's gonna come after us. You okay? Have you been drinking at all tonight? Oh yeah. I don't have solid proof he did it. I don't know anything about that. I just have it in my heart that he did. Mais les enquêteurs ne lâchent rien. Une semaine après, ils convoquent à nouveau la famille de Suzanne afin cette fois de recueillir leurs empreintes et de les prendre en photo. Une nouvelle fois, le détective Purvis est chargé de s'occuper d'Anthony et ce jour-là, Anthony lui pose une question particulièrement étrange qui ne fait que renforcer ses soupçons à son égard. Il demande au détective s'il a quelque chose sur lui. Puis il ajoute qu'il est probable que non, car s'ils avaient quelque chose, ils l'auraient déjà arrêté.
Encore une fois, et malgré ses soupçons, le détective Purvis, n'ayant aucune preuve suffisante contre lui, est obligé de le laisser partir libre du commissariat, mais la chance finira enfin par sourire aux enquêteurs lorsque de l'ADN sera retrouvé sous les ongles de Suzanne. En effet, la personne qui avait mis le feu, afin d'essayer de détruire les preuves, avait fermé la porte de la cave derrière elle. Or, il n'y avait pas suffisamment d'oxygène dans la pièce pour que le feu puisse prendre dans toute la maison. Et l'une des mains de Suzanne avait donc été épargnée. Et c'est sous les ongles de cette main que les enquêteurs finiront enfin par découvrir un indice crucial qui permettra, enfin, et vous le verrez, de faire éclater la vérité. Mais ce n'est pas un ADN complet, c'est un fragment d'ADN. Il est masculin et après examen, il pointe 5 suspects potentiels. Anthony Sena, Devin Sena, Bruce Sena, Sebastian Sena et Joseph Sena. La nouvelle est particulièrement choquante. Le coupable est donc un membre de la famille de Suzanne. Mais ils ne savent pas encore lequel. Ils se mettent donc à enquêter sur chaque membre de la famille Sena lorsque quelques jours plus tard, Vanessa les contacte pour leur annoncer avoir trouvé un marteau dans sa cuisine qu'elle pense être l'arme du crime. Elle ajoute qu'elle soupçonne son fils, Anthony, de l'avoir placé à cet endroit. Les policiers pensent enfin avoir trouvé une preuve pour inculper Anthony, mais malheureusement, après analyse, ils ne peuvent lier ce marteau au crime. Mais l'enquête s'accélère enfin lorsqu'un homme les contacte pour leur annoncer avoir retrouvé la carte d'identité ainsi que d'autres cartes appartenant à Suzanne sur le bas-côté d'une route de la ville de Pueblo. Et après étude des relevés téléphoniques d'Anthony, ceux-ci le placent tout près de cette route. Mais ce n'est pas tout, ces mêmes relevés téléphoniques le placent également près de la maison de sa grand-mère le matin de la découverte du corps. Ce qui sera confirmé par un voisin de Suzanne, qui affirme avoir croisé Anthony ce matin-là. Selon lui, il lui aurait demandé s'il n'avait pas vu sa grand-mère. Les policiers pensent qu'Anthony est allé voir ce voisin pour se créer un alibi en lui faisant croire qu'il n'avait pas vu sa grand-mère ce matin-là. Mais ce n'est pas tout. Lors de son interrogatoire, la fille d'Anthony leur confie que son père était allé voir sa grand-mère le jour précédant la découverte de son corps et qu'à son retour, il avait des traces rouges sur l'oreille. À ce moment, toutes les pistes semblent pointer vers Anthony, et ce, vous l'aurez remarqué depuis le début. Les enquêteurs finissent au cours de leur enquête par éliminer les autres membres de la famille Sena en se basant sur leurs relevés téléphoniques, ainsi que des témoignages, d'autant plus qu'ils sont tous en mesure de confirmer leur alibi et il semble alors évident qu'Anthony est le coupable, malgré le fait qu'il ait passé beaucoup de temps à pleurer la perte de sa grand-mère sur les réseaux sociaux. En effet, pendant que la police enquêtait, Anthony publiait sur Facebook des messages poignants en l'honneur de ses grands-parents disparus tels que « Je vous aime grand-mère et grand-père, vous m'avez tellement aidé toutes ces années, peu importe ce qui arrivait dans ma vie, vous étiez toujours là, tous les deux. » Maintenant qu'ils ont un suspect, les enquêteurs doivent découvrir le mobile et pour eux, après avoir discuté avec les proches d'Anthony, il est évident que le mobile, c'est l'argent. Anthony devait réparer le toit de sa grand-mère, or il n'avait jamais effectué aucun travaux et passé son temps à trouver des excuses pour ne pas les faire probablement, selon les enquêteurs, car il avait dépensé tout l'argent que Suzanne lui avait donné. Il ne pouvait donc pas la rembourser et comme elle avait menacé d'appeler la police le jeudi, soit le lendemain de la découverte de son corps, Anthony avait probablement décidé de passer à l'acte pour échapper à la prison. 4 mois après le drame, Anthony est une nouvelle fois conduit au commissariat afin d'y être interrogé. Cette fois-ci, il propose un accord particulièrement aberrant au détective Purvis. Il propose de rembourser l'argent qu'il devait à sa grand-mère et d'en rester là. L'audace! Cette proposition choque le détective, pour lui il en est hors de question, il est bien décidé à récupérer l'argent de la vieille dame, certes, mais également à le mettre sous les verrous. Et finalement le 14 décembre, Anthony est inculpé de meurtre au 1er degré, et quand sa famille apprend la nouvelle, ils sont sous le choc. Certes, ils savaient qu'Anthony avait un cœur de pierre et qu'il était irrespectueux, mais jamais ils n'auraient pu imaginer qu'il soit capable de faire une chose pareille à sa propre grand-mère. Son procès durera 2 semaines, pendant lesquelles le procureur affirmera que selon lui, le crime était prémédité, ce que réfutera la défense qui insistera sur le fait que leur client est innocent et que les tensions qu'il y avait entre lui et sa grand-mère liées à la réparation du toit ne constituaient en aucun cas un mobile.
Mais après 4 heures de délibéré, il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération sur parole. Il laisse derrière lui une famille déchirée, alors que Suzanne avait tout fait pour faire de sa famille une famille unie. Reste à savoir si Vanessa pensait à Anthony lorsqu'elle a croisé les policiers dans la rue. Il n'y a aucune information à ce sujet, mais il est plus que probable qu'elle parlait effectivement de son fils. Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Et désolé de préciser à chaque fois que notre Instagram a changé de nom, mais comme pendant environ 150 vidéos, on a donné un nom qui n'existe plus, qui est donc désormais obsolète, c'est important de donner le nouveau. Voilà, c'est Ukraine Sister. Merci du fond du cœur de nous suivre. On est toujours plus nombreux, surtout que le nom a changé. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Ukraine pour une autre triste histoire et bientôt pour les lives. On vous réserve plein de surprises et le live test aura lieu sur Instagram exceptionnellement. On vous donnera bientôt la date exacte et on compte sur vous pour nous aider à nous aiguiller pour offrir à tous de super lives sur YouTube. C'est juste moins intimidant pour nous de commencer en petit comité. Sur Instagram, on est 3000 plutôt que sur YouTube, où on est 150 000. Voilà, on a hâte. Et je vous dis à très vite. Bisous les amis.